Une marche blanche pour réclamer la paix dans une favela. À la plage de Copacabana, une procession silencieuse et l'enterrement symbolique d'un petit cercueil blanc. Eduardo avait 10 ans. Il est une nouvelle victime innocente d'une guerre sans merci entre police et narcotrafiquants qui a fait 4 morts en à peine 24 heures dans cette favela du Complexo d'Alemão, au nord de Rio de Janeiro. Une balle perdue selon la police, un assassinat pour la mère d'Eduardo qui crie sa colère contre la police pacificatrice locale. Que cet UPP s'en aille d'ici immédiatement. Il tue des innocents. C'est une police assassine qui a enlevé la vie de mon fils. Ce sont des lâches. La mort du petit Eduardo a provoqué une vague d'indignation. La présidente Dilma Rousseff a demandé que les responsables soient jugés et punis. Et à mesure que l'enquête avance, la responsabilité de la police dans la mort de l'enfant semble se préciser. Les autorités avaient pourtant affirmé que cette favela avait été pacifiée. Comprendre par là que la sécurité y était revenue à grands coups de déploiement policiers et militaires. Mais depuis quelques mois, les affrontements ont repris de plus belle. C'est le chaos. On pensait que ça changerait avec l'UPP, mais ça a empiré 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. On va aller jusqu'où comme ça? La veille de la mort du petit garçon, une femme au foyer a été tuée d'une balle perdue, devant sa télévision. Zaquel Nunes était présent ce jour-là. Il a tenté de la secourir, en vain. La terreur ici est constante. Tous les jours, on a des échanges de tirs parce qu'on vit sur les territoires de chiens et de chats. Et vous, vous êtes au milieu. Et vous pouvez être ciblé à tout moment sans prévenir, malheureusement. Selon un dernier rapport de l'ONG Human Rights Watch, le nombre de personnes, innocentes ou non, tombées sous les balles de la police de Rio a augmenté de plus de 40% rien qu'en 2014, faisant de la police brésilienne l'une des plus meurtrières au monde. Des vidéos amateurs montrent régulièrement la tension extrême entre policiers et habitants. Le groupe de policiers ici fait un travail sérieux. Ils essuient des tirs tous les jours. Hier, ils ont été ciblés là, à la boulangerie. Si les habitants ne veulent pas la guerre, alors il faut dénoncer. Si vous ne prenez pas parti pour un côté ou un autre, ça va arriver tous les jours. Moi, je ne veux pas mourir, alors je dois tuer celui qui est armé et qui vend de la drogue ici. Mais malgré les victimes, même collatérales, pas question de reculer dans le processus de sécurisation. C'est impossible de dire que ça n'arrivera pas. À partir du moment où il y a affrontement, ce n'est que la conséquence des actions des trafiquants. Ce sont eux qui utilisent la population comme bouclier au milieu des tirs. S'il n'y avait pas ces armes de guerre, s'il n'y avait pas cette drogue, rien de tout ça n'arriverait. Si la pacification a permis une chute de la criminalité à Rio avec le déploiement de plus de 10 000 policiers, sa politique très répressive est loin de faire l'unanimité chez les habitants. À un an des JO, la crise actuelle a une nouvelle fois relancé le débat sur la stratégie adoptée pour faire baisser la criminalité à Rio de Janeiro. Depuis une semaine, ce clip tourne sur l'internet et à la télé. Une dizaine de personnalités sont réunies pour une même cause, lutter contre les 20 à 40 kilos d'invendus alimentaires jetés chaque jour par les supermarchés. Nous proposons une mesure simple et efficace. Une loi imposant aux supermarchés de donner tous les soirs leurs invendus à une association de leur choix. À l'origine de ce buzz médiatique, un élu municipal. Cette proposition a déjà été appliquée à Courbevoie, dans ma ville, et dans la ville de Herstal en Belgique, avec succès. Entre terrain, plateau télé et lobbying politique, Arash de Rambarch mène ce combat depuis décembre dernier. Pour comprendre qui il est, il faut se rendre au Salon du Livre, la Mecque des éditeurs. Ce trentenaire est un boulimique et multiplie les casquettes. Politique, activiste, futur avocat pénaliste, mais son vrai métier, c'est éditeur pour une prestigieuse maison d'édition. Celle qui publie Cabu, Wolinski, des djihadistes repentis et même Johnny Hallyday. Johnny Hallyday a considéré que c'était son meilleur livre. Mais son credo à lui, ce sont les livres engagés. Dont je suis très fier. Des documents, des enquêtes, des livres qui ont fait bouger des lignes de la société française. Et l'objectif systématiquement, c'était de donner du rêve et du sens. Parti de peu, Arash n'oublie pas ses années galères. La faim et les boulots mal payés. Sylvana et Nicolas sont ses anciens collègues. Ils le connaissent depuis 10 ans. Et j'étais en train de parler
arrête-toi. C'est Nico. Qu'est-ce qu'il a raconté? Quand une porte se ferme, il va taper à la fenêtre et il fait passer le message. Arash est un homme qui pense comme la société pense, c'est-à-dire qui pense avec de l'émotion et qui réagit quart de tour et qui va savoir attirer sur des causes beaucoup de gens, y compris les médias. Son émotion, il la trouve dans son histoire personnelle. En 1979, il vit avec ses parents en Iran. Il n'est qu'un enfant quand la révolution islamique éclate. Sa famille doit fuir le pays. Son père choisit la France. Mon choix, c'est la France. C'est le pays le plus extraordinaire du monde. C'est un peuple généreux. Mes parents avaient le choix de venir dans 250 pays dans le monde. Ils sont venus en France. Je me sens même plus français que des gens du Front National, moi. Je me sens beaucoup plus français que Marine Le Pen. Parce que moi, j'ai choisi d'être français. Et moi, je le revendique. Et moi, j'ai choisi de ne pas être binational. Moi, je revendique d'être que français. Grâce à ses réseaux politiques et l'Internet, Arash a réussi l'impensable. En 4 mois, 175 000 personnes ont signé sa pétition. Il s'est même mis une quarantaine d'élus dans la poche, dont la sénatrice Nathalie Goulet. Tu es confiante? C'est elle qui défendra l'amendement sur le gâchis alimentaire. Pour elle, Arash ne ressemble pas aux autres hommes politiques. Ce que vous avez beaucoup, c'est des gens qui veulent être calife à la place du calife. C'est des gens de 25 ans dans les mouvements politiques qui veulent être élus et qui sont des apparatchiks, qui ne sont pas des hommes de terrain. Or, Arash, c'est un élu de terrain, puisque c'est lui qui a commencé à faire ça chez lui à Courbevoie et qui a décliné ça avec sa pétition. Les sénateurs débattent en ce moment même de la loi Macron. L'amendement sur le gâchis alimentaire devrait être discuté en fin de semaine. Voilà à quoi ressemblait la rue de l'hôpital où a accouché Kate 15 jours avant la naissance du prince George. Une folie médiatique qui a vu des centaines de photographes et caméramans camper des semaines durant pour ne pas rater la première sortie du bébé. Avec le recul, ils avaient peut-être raison. Le prince George ne sera plus vu en public en Grande-Bretagne dans les 2 années qui suivirent. Son père William en a décidé ainsi. Il veut clairement que ses enfants grandissent autant que possible à l'abri des projecteurs, même s'il est bien conscient de leur position dans la ligne de succession au trône. Position 3 pour George et 4 pour le bébé à venir. George, 21 mois, n'a été en contact avec le public que 2 fois, à sa naissance et lors d'un voyage officiel en Australie et Nouvelle-Zélande. Ses parents ont aussi donné à la presse quelques images de son baptême et de ses anniversaires. Depuis le décès de Diana suite à un accident de voiture en 1997, le prince William tient les journalistes à distance et il assure vouloir donner à ses enfants une vie normale. Le prince William lui-même a décrit cette naissance comme un changement dans la façon d'être parent, un père de famille. Je pense que c'est important pour la famille royale d'avoir cette image d'une famille heureuse, ce que la reine et le prince Philippe ont réussi à établir au final. Cette fois, le couple est allé encore plus loin. Pour éviter les 15 jours de camping, les médias ne seront admis dans la rue qu'une fois la duchesse entrée à l'hôpital. C'est un pas familier dans les ruines millénaires de Petra. Le principal site touristique de Jordanie accueille 1300 ânes et chevaux au service des touristes pour déambuler dans la gigantesque cité nabatéenne sans mettre le pied par terre. Ils ont l'air de travailler beaucoup. J'espère qu'ils les nourrissent bien et s'en occupent. J'espère qu'ils se reposent de temps en temps. Tous les jours, les chevaux de Petra ont entre 8 et 12 heures de balade dans les pattes. Et quand ils ne promènent pas des touristes, ils grillent sous le soleil de plomb du désert. D'après les autorités, les chevaux font vivre près de 8000 personnes sur le site. Mais pour rentabiliser les bêtes, rien n'est fait pour leur bien-être. On tue beaucoup de chevaux ici parce qu'il n'y a pas de médicaments. Quand un cheval se coupe, on doit le tuer, car sinon le cheval sera trop blessé. Depuis quelques semaines, l'association Fourpose a installé sa clinique à l'entrée du site. Elle souhaite faire installer abreuvoirs et aires de repos et organiser l'approvisionnement du site en médicaments. Il y a beaucoup de touristes, les gens veulent en tirer profit, donc ils surmènent les chevaux. D'un point de vue médical, du point de vue du bien-être, ils devraient les arrêter. Ne pas penser à ce qu'ils vont gagner, mais plutôt à l'état du cheval.
mettre le cheval au repos quelques jours jusqu'à ce qu'il puisse refaire ce travail. Malgré les efforts de Fourpose, pas de changement radical en vue dans un climat touristique très tendu. À cause des conflits au Moyen-Orient, le nombre de visiteurs à Petra a diminué de près de moitié depuis 2010.